Bienvenue dans le débat. C'était la nuit du 15 avril 2019. Notre-Dame de Paris s'embrasait. 5 ans après, Notre-Dame de Paris est restaurée à l'identique. Son inauguration a lieu après-demain, samedi, en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement, dont Donald Trump. Et alors que la France connaît une crise politique majeure, il y a eu la parenthèse Jeux Olympiques. Y aura-t-il une parenthèse Notre-Dame de Paris? Emmanuel Macron avait fixé un délai de 5 ans le soir de l'incendie. Et c'est un succès. On va revenir sur cette renaissance, ce chantier du siècle, sur les corps de métier qui ont travaillé dur. On va évoquer aussi le contexte politique, car après-demain, c'est 6000 policiers et gendarmes qui vont assurer la sécurité de l'événement en présence de personnalités du monde entier. La parenthèse Notre-Dame, on en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Damien Bernet. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes conservateur chargé des sculptures au musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge, et également conservateur de l'exposition Faire parler les pierres, sculpture médiévale de Notre-Dame. Bienvenue à vous. En face de vous, Richard Verly est avec nous. Bonsoir Richard, correspondant international pour Blick. Merci d'être là. Mélina Huette est avec nous. Bonsoir Mélina, reporter France 24. Vous avez suivi, vous avez eu cette chance, ce chantier pendant toutes ces années, depuis le début d'ailleurs, en réalisant 3 reportages sur la reconstruction de Notre-Dame. 3 reportages qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site internet France 24, mais aussi sur YouTube. Bienvenue Mélina. En face de vous, Dany Sandron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire de l'art du Moyen-Âge à Sorbonne Université. Et d'ailleurs, vous êtes invité, vous allez nous raconter, invité à la soirée, enfin à la fameuse ouverture, inauguration de Notre-Dame samedi. Merci d'être là. On va d'abord regarder un extrait de l'un de vos reportages, Mélina, justement sur cette renaissance de Notre-Dame. C'était à la fois un marathon et un sprint. Un casse-tête et le plus beau des défis. Depuis 4 ans, nous vous faisons voyager au cœur du chantier le plus scruté de France, celui de l'alliance subtile entre tradition et modernité. La technologie du XXIe siècle, alliée aux savoir-faire ancestraux. Un joyau du Moyen-Âge, dont le sort fut confié à des milliers d'hommes et de femmes, partout en France. Un monument restauré à l'identique d'une cathédrale réinventée en 1844. Nous vous proposons une ultime plongée dans les coulisses de ce que le monde entier retiendra comme le chantier du siècle. Alors Mélina, qu'est-ce que vous ressentez alors que maintenant c'est terminé, effectivement, dans 2 jours, cette inauguration, après avoir suivi toute cette reconstruction? Je le dis au début, c'est à la fois un casse-tête énorme et le plus beau des défis. Et je pense que ça résume déjà ces 5 années, un peu plus de 5 années à passer sur le chantier. Évidemment, quand on met les pieds dans une cathédrale qui est abîmée, au sens propre et au sens figuré, avec cette plaie béante qui s'ouvre sur le ciel de Paris, où la flèche s'est écrasée plus de 90 mètres plus bas la nuit du 15 au 16 avril, quand on voit ça, quand on voit cette blessure béante, et qu'on voit aujourd'hui ce qui a été fait, ce qui a été accompli en 5 ans, on ne peut être qu'ému, en particulier quand on a passé son temps à suivre les travaux pendant toutes ces années. Dany Sandron, vous êtes aussi ému ou pas? Damien Bernet, oui. Pardon, excusez-moi, Damien Bernet. Bien sûr que l'émotion nous gagne. L'émotion était là au tout début. Ensuite, il a fallu faire baisser la pression, se concentrer sur l'inventaire. En fait, il fallait faire le point sur Notre-Dame, puisque paradoxalement, c'était pas un édifice si bien compris, si bien étudié. Et le chantier de restauration était une chance, en fait. Une chance de se mettre au chevet de la cathédrale, de la regarder sous toutes les coutures, que ce soit sur place ou aussi dans les établissements parisiens qui sont liés à la cathédrale, comme le musée de Cluny. Cette fois, c'est vous. Vous êtes invité, vous, à cette inauguration. Alors, comme historien, justement, qu'est-ce que vous ressentez d'être invité à cette inauguration, de la voir toute belle après 5 ans? C'est une étape cruciale dans l'histoire de Notre-Dame, hein. On a parlé de la grande restauration au XIXe siècle menée par Viollet-le-Duc. Là, on a une très grande restauration menée par Philippe Villeneuve et ses équipes depuis 5 ans et qui a permis justement, comme disait Damien, d'examiner de près le monument, toutes ces choses qui étaient invisibles, encrassées, comme les chapiteaux, les clés de voûte, etc. On peut être observé de très près. Donc on connaît beaucoup mieux Notre-Dame maintenant qu'il y a 5 ans.
Et en même temps, c'est vrai qu'au moment de cet incendie, moi j'étais à l'antenne et on pensait qu'elle allait s'effondrer, la cathédrale. Et finalement, elle est restée, en fait, elle est restée debout. C'était déjà émouvant à ce moment-là, Richard. Oui, tout au long de ces 5 années, ça a été. Enfin, moi, je ne suis allé qu'une fois sur place. Le reste, je l'ai lu ou je l'ai vu. Il y a la semaine dernière sur France 24, j'étais avec ce photographe belge Thomas Van Outrieve qui a suivi pour National Geographic toute la restauration. Et moi, ce que je trouve absolument passionnant, c'est que j'étais personnellement convaincu qu'on savait tout de Notre-Dame. Un monument aussi ancien, je ne pensais pas qu'on découvrirait de nouvelles choses. Or, j'ai vu et j'ai lu qu'on a découvert finalement pas mal de choses. Et ça, c'est assez formidable. D'abord parce que ça prouve que tous ces monuments recèlent un pan d'histoire qu'on ne connaît pas. Et Notre-Dame, je dirais sa légende, elle a maintenant encore plus de raison d'être. Et ça va être au fond une légende mondiale, puisque l'élément important, rappelons-le, c'était l'afflux de dons du monde entier pour la restauration de Notre-Dame. 846 millions d'euros de dons, hein, vous le mentionniez, Mélina, 340 000 donateurs et 98% des promesses de dons ont été encaissées. C'est vrai que c'est un mouvement mondial. 150 pays. Alors, 340 000 donateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant quelques mois, on a beaucoup parlé des donateurs millionnaires. Il y a eu une espèce de mini-polémique autour de ça, où ils se rachètent une belle image, etc. Non, 340 000 donateurs, c'est pas 340 000 millionnaires. C'est aussi des gens comme vous et moi qui ont donné qui 10 euros, qui 5 yuan, j'en sais rien, mais qui ont vraiment contribué aussi à la renaissance de la cathédrale. Et c'est aussi pour ça que ce chantier était si scruté, finalement. Il y avait cette échéance 2024, on y est. Et puis, il y avait cet afflux d'argent qui, évidemment, nécessitait aussi une exemplarité dans la façon de montrer ça aux yeux du monde. Et d'ailleurs, ce chantier a été suivi par les médias du monde entier pendant 5 ans. Ça ne s'est pas fait à huis clos du tout. Hein. Le général Georges Lain, vous l'avez interviewé à plusieurs reprises, qui était en charge de ce chantier, qui était président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame, qui nous a quittés l'année dernière. On va l'écouter. C'est un extrait de votre reportage, Mélina. Le monde entier nous regarde, nous sommes conscients des enjeux, des difficultés, nous n'avons pas droit à l'erreur et nous nous appliquons tous à faire en sorte que ce projet aboutisse et aboutisse bien. Daniel Bernet. Alors, il y avait le délai. Et puis, il faut rappeler tout de même que la dernière restauration de Notre-Dame, c'est au 19e siècle, en fait. Donc, ça fait quand même très longtemps. Ça fait très longtemps. Et Victor Hugo décrit d'ailleurs Notre-Dame dans Notre-Dame de Paris comme justement un bâtiment très vétuste. Oui, Notre-Dame était à bout de souffle après la Révolution française. C'était une cathédrale meurtrie. Et Viollet-le-Duc a pour mission de lui rendre sa superbe. Et il va plus loin. Il fait plus que rendre Notre-Dame à Notre-Dame. Il apporte une pierre qui est très durable, puisqu'en fait, il crée une sorte d'œuvre d'art totale. La flèche, évidemment, qui vient couronner la cathédrale à la croisée du transept, qui est un emblème de Notre-Dame. Les statues qui repeuplent la Galerie des Rois, les portails, et jusque au moindre élément de serrurerie. Tout le second œuvre est parfaitement calibré, parfaitement pensé, dans une esthétique néogothique parfaitement pure. Et aujourd'hui, on retrouve une Notre-Dame qui se rapproche de ce que Viollet-le-Duc avait souhaité, avait pensé. Denis Sandron, elle ressemble finalement à ce qu'elle était. Et c'était le projet d'ailleurs. Hein. Il était peut-être question de ne pas faire l'identique, mais c'est ça qui a remporté finalement la mise. Oui, tout à fait. Et elle est identique. Oui, et avant l'incendie, il y avait déjà évidemment un projet de restauration puisque la flèche était en mauvais état. Donc le gros échafaudage qui était en place en avril 2019 devait servir au démontage de la flèche. Qui a eu la chance de pouvoir aller à Notre-Dame vendredi dernier lors de la dernière visite du président sur le chantier de restauration. J'ai vu que c'est un choc de découvrir la cathédrale très lumineuse avec la pierre blonde évidemment du calcaire lutétien et puis ces filets de rouge dans le creux des moulures que Viollet-le-Duc avait évidemment créé et qui a été repris par l'équipe actuelle et qui rend l'architecture très très lisible. Donc ça, c'est vraiment une révélation. Damien Bernet, parce qu'effectivement, on oublie que finalement, les couleurs étaient chatoyantes à l'époque. Et ça a même heurté un petit peu le fait qu'on retrouve ce côté chatoyant de l'époque. Mais c'était comme ça. C'était comme ça à l'intérieur. Et Viollet-le-Duc a restitué un décor qui est de son fait, mais qui aujourd'hui est à nouveau resplendissant. Et alors à l'extérieur aussi, il y avait de la polychromie, mais au Moyen-Âge. Cette polychromie, elle a été lessivée par les intempéries et Viollet-le-Duc ne l'a pas rétablie.
Ça aurait été évidemment intéressant, mais ça aurait mal tenu probablement. Donc aujourd'hui, on connaît une cathédrale monochrome à l'extérieur, là où auparavant c'était une symphonie colorée. Mais les portails, la galerie des rois, on concentrait les effets. Alors intéressant parce qu'on voit justement ces restauratrices des chapelles dans votre reportage, Mélina, et on voit ces couleurs qu'elles utilisent, effectivement, avec les techniques de l'époque. Alors qu'elles utilisent, qu'elles reproduisent, qu'elles mettent au jour, ce qu'elles expliquent, et notamment Marie Parent, qui était en charge de la restauration des chapelles, qui avait fait des chapelles dites test et qui ensuite a travaillé plusieurs mois pour restaurer. Elle disait elle-même, je suis immensément surprise de la gamme colorée de Viollet-le-Duc. C'est-à-dire que on parle souvent de la poussière de plomb qui s'est redéposée après l'incendie, mais il y avait aussi une poussière centenaire qui empêchait de voir, premièrement, les couleurs qui avaient été imaginées par Viollet-le-Duc au milieu du 19e siècle, mais qui, par ailleurs, eh bien, étaient de toute façon trop hautes, c'est-à-dire qu'on ne les voyait jamais à 5 cm. Nous, on a la chance, quand on fait des reportages, de pouvoir être collés à ces chapelles, de coller à ces voûtes, de voir ces couleurs-là. Elle disait, mais pendant des années, il y avait tellement de visiteurs à Notre-Dame. C'est effectivement une tragédie, mais c'est une chance exceptionnelle parce qu'on n'avait pas le temps de fermer Notre-Dame et de dire, pardonnez-moi, mais là, en fait, on va faire une pause, on va essayer de regarder un petit peu ce qui s'est fait il y a des centaines d'années. Et donc là, on a cette chance inouïe de pouvoir raviver ces couleurs et les découvrir comme nous, jamais de notre vivant, on les a connus, bien sûr. Richard Verlier, évidemment, les catholiques du monde entier sont extrêmement touchés par ce qui se passe, mais pas seulement, en fait. C'est vraiment au-delà d'une cathédrale, finalement. Notre-Dame de Paris, c'est une histoire, ça touche, en fait, vraiment une population mondiale. On a vu cette couverture, effectivement, de la presse mondiale sur cette rénovation de Notre-Dame, ces pleurs même dans des pays qui ne sont pas du tout la France. Oui, je parlais tout à l'heure de la légende entretenue, bien sûr, ou créée en partie par le roman de Victor Hugo, mais c'est une cathédrale légendaire. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans le monde, des monuments auxquels est attachée une telle légende. Et c'est cette légende qui parle à tout le monde. Les gens ont en tête les personnages, bien sûr, de Victor Hugo, ils ont en tête toutes les déclinaisons cinématographiques, opéra, chansons. Ça a inspiré tous les arts. Exactement. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'absolument unique. Et puis, quand même, il y a deux autres éléments. Il y a Paris, parce qu'elle est au cœur de Paris, et donc c'est vraiment le monument de Paris, et Paris étant l'une des villes les plus touristiques du monde, où le monde entier a envie de venir en quelque sorte, et il y a la France également, je crois que c'est très important. On verra ce qu'Emmanuel Macron dira sur le parvis, et les échanges qu'il aura avec les chefs d'État et de gouvernement, mais c'est un monument et c'est une restauration qui est une œuvre française. Mais c'est pas le monument le plus visité, c'était pas le monument le plus visité avant sa fermeture, il me semble que oui. Hein. Si. Voilà. En plus, donc il y a en fait il y a ce côté français. Je tiens à le dire parce que, par exemple, ce matin, j'ai eu une conversation avec des collègues à Zurich, en Suisse, et ils m'interrogeaient beaucoup sur ce savoir-faire de restauration français. Et je pense que ça va être, je ne sais pas, vous êtes des professionnels des monuments historiques, ça va être une formidable carte de visite. On savait que les restaurateurs français étaient déjà très doués, mais ça va être une formidable carte de visite pour ces métiers et éventuellement pour s'exporter dans le monde entier si d'autres événements de ce type surviennent ou d'autres restaurations sont à entreprendre. Damien Bernet, comment vous la qualifiez, vous, cette cathédrale ? Elle a un côté universel. Elle est universelle, oui, elle a un côté universel. On peut penser que c'est une cathédrale américaine aussi, parce que les Américains sont passionnés par Notre-Dame de Paris. C'est une cathédrale qui mais comment on explique d'ailleurs qu'ils soient passionnés ? C'est quand même pas juste Disney. Bien sûr, non, mais c'est lié au rapport entre les Américains et Paris, de manière générale. Et comme Notre-Dame est un emblème de Paris, on y pense tout de suite. On voit Notre-Dame pendant la libération de la capitale en 1944. C'est un jalon que l'on retrouve associé au grand moment de la nation. On peut penser à la Révolution française également, on peut penser à différents événements politiques. Au sacre de Napoléon, il a lieu dans la cathédrale. À Notre-Dame. Oui. Denis Sondon. Oui, il y a cette dimension historique de la cathédrale avec un lien très très étroit avec le pouvoir politique depuis les origines. Les rois de France, certes, ils sont sacrés à Reims, à la cathédrale de Reims, ils sont enterrés à Saint-Denis, mais l'église qu'ils fréquentent le plus souvent, c'est Notre-Dame. Et lorsque le roi arrive à Paris après son sacre, il se rend d'abord à Notre-Dame, avant d'aller dans son palais. Et le clergé lui tend un texte qu'il doit lire, où il s'engage à protéger l'église de Paris. Et à la fin du règne, quand le roi meurt, la dernière veillée funèbre est dans la cathédrale avant que le cortège de nuit aille à Saint-Denis. Et tous les grands épisodes, victoires militaires, etc., sont célébrés à Notre-Dame. À la fin du XVIIe siècle, on dit que tel maréchal de Luxembourg, est le tapissier de Notre-Dame, parce que toutes les bannières prises aux ennemis sont
suspendu dans la cathédrale. Donc cette dimension politique, elle alimente évidemment la renommée de la cathédrale dans le royaume, le pays et au-delà même. Et tous ces corps de métier dont vous parliez, Richard Verly, vous en avez suivi un certain nombre, Mélina. On va voir les images de l'orgue, parce que l'orgue était en partie rescapé de cet incendie, en tout cas une partie. On va regarder un extrait. Sous l'œil de la Rose Ouest, le grand orgue résonne à nouveau, alors que les marteaux se taisent enfin. Là, pour l'instant, il est 21h57, donc on est presque 22h. Et hormis le ventilateur de l'orgue et quelques petits bruits parasites qui viennent de l'orgue lui-même, en fait, on n'entend rien dans la cathédrale. C'est vraiment un grand silence et c'est un grand privilège d'avoir une qualité de silence comme ça, parce que même une fois que la cathédrale sera rendue au culte et aux fidèles, aux touristes, et bien évidemment, on n'aura plus jamais cette qualité de silence, quoi. Autre privilégié à en profiter, Bertrand Cattiot, plus d'un demi-siècle au service du poumon de Notre-Dame. Il y a 52 ans, presque jour pour jour, je suis venu à cette tribune pour rencontrer Jean-Loup Boisseau, qui était facteur d'orgue. Moi, j'avais 17 ans. Et effectivement, je suis tombé amoureux de la cathédrale. Et de son grand orgue, ce miraculé de l'incendie. Ni flamme ni eau des pompiers ne l'ont atteint. Mais victime du plomb, il a fallu entièrement le démonter pour le dépolluer. Il doit donc à nouveau être harmonisé. Laurent sera au clavier et puis il va écouter très précisément chaque note. Et il va pouvoir dire, par exemple, celui-là est peut-être un peu fort par rapport aux autres. Donc il faut diminuer l'intensité sonore de ce tuyau. Et pour agir sur les tuyaux, il faut se rendre 13 mètres au-dessus du clavier. Cela se mérite, mais quelques centaines de marches plus haut, une récompense. Accorder un orgue, ça veut dire lui donner les bonnes notes, que toutes les notes ensemble sonnent juste. Là, ça sonne juste ou pas? Ça sonne juste, là. Ça sonne juste et c'est magnifique. Et effectivement, c'est le moment où il est seul dans la cathédrale avec cet orgue. Et on parlait des corps de métier. Là, il faut quand même une certaine pour revenir connaissance en fait pour de revenir cet sur l'orgue rapidement, parce qu'en fait, j'ai suivi cet orgue sur plusieurs milliers de kilomètres pendant quelques années, parce que dans le deuxième épisode, ça c'est le 4e de notre série sur Notre-Dame, je suis allée à l'Odève, donc pour nos téléspectateurs internationaux, c'est dans le sud de la France, et il a été démonté cet orgue, parce que je l'ai dit, c'est 8000 tuyaux, quasiment 8000 tuyaux, ça en fait le plus grand orgue de France qui se bat un peu avec Saint-Eustache, mais peu importe. C'est-à-dire que ça a été dispatché dans plein d'ateliers en France, et notamment chez un facteur d'orgue à l'Odève, où il a été, son sommier a été restauré, tout a été dépollué. Ensuite, il a fallu tout remonter et donc il a fallu réaccorder. Et donc ce moment ultra privilégié, vous imaginez bien, on arrive dans une cathédrale, un silence, mais d'or absolu, et on a cette chance d'être là et de filmer ces petites mains, ces grandes mains plutôt, qui ont contribué au chantier, et c'est plus de 2000 hommes et femmes. De 250 entreprises, c'est 140 appels d'offres qui ont été émis. Donc c'est vraiment plein de savoir-faire transmis de génération en génération. Un nombre de corps de métier dont on ne soupçonne pas l'existence. J'ai découvert ce qu'était un galvanoplasticien, autant vous dire que... C'est qu'un galvanoplasticien. Alors, c'est pour les lustres. Vous voyez, les lustres qui donc, vont redonner aussi cette lumière à Notre-Dame. Ils vont revernir tous les lustres de Viollet-le-Duc. Et donc, un galvanoplasticien va faire en sorte de retrouver le vernis. Il va d'abord polir, il va retrouver le vernis qui a exactement la même couleur. Et il faut faire des tests et des tests et des tests pour redonner exactement cet aspect qu'il avait sous Viollet-le-Duc il y a donc plus de 200 ans. Dame Bernier, c'est vrai que c'est ça la France aussi, tous ces corps de métier multiples. Cet orgue, effectivement, qui retrouve Notre-Dame, qu'on va entendre donc lors de cette cérémonie, j'imagine, samedi. C'est un personnage lui-même de Notre-Dame, cet orgue. L'orgue, c'est sa voix, effectivement, et c'est d'ailleurs un orgue qui innove, comme toujours à Notre-Dame, puisque c'est l'un des tout premiers, peut-être même le premier qu'on installe à cette position, au fond de la cathédrale, au-dessus des fidèles, et dans l'axe de l'église. Auparavant, c'était des orgues en nid d'hirondelle. Donc il était moderne. Il était moderne. Il a fallu s'adapter à un édifice très particulier par sa fonction, par son ampleur, et puis c'est aussi un lieu intellectuel. C'est-à-dire que le chapitre de la cathédrale, les chanoines, sont toujours à la pointe
En termes d'enseignement, c'est l'Université de Paris, en fait, qui est sous l'administration du chancelier de la cathédrale. Et on voit bien que la vie intellectuelle se faufile, s'insinue dans toutes les parties du monument, que ce soit la musique, que ce soit la liturgie, que ce soit le décor. C'est ça, tous les arts, finalement, sont réunis au sein de Notre-Dame. Vraiment une œuvre d'art totale qui allie la vue, l'ouïe avec les orgues, aussi les odeurs. Au Moyen-Âge, l'encens, c'est ce qu'on a retenu évidemment, mais il y avait d'autres odeurs. On distribuait des gâteaux à certaines fêtes de l'année, etc. Et donc, c'est une expérience sensitive tout à fait unique, qui est à l'opposé évidemment de l'ambiance normale, de masure, etc., avec des odeurs évidemment très désagréables, parce qu'il n'y a pas de tout à l'égout à l'époque, etc. Donc rentrer dans la cathédrale, c'est une révélation. On a le témoignage, par exemple, ça concerne la Sainte-Chapelle, d'un universitaire, Jean de Jandin, qui rentre dans la Sainte-Chapelle au début du XIVe siècle et qui dit « J'ai l'impression d'être enlevé au paradis ». Parce que la couleur, les odeurs, la vue, etc., sont complètement différentes. Il a fallu recréer ça tout de même, Richard. Pas évident, recréer tout cet environnement. J'ai une question, pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a un orgue dans Notre-Dame dès le Moyen-Âge, dès sa construction, ou est-ce que ça apparaît plus tard? Alors l'orgue, au revers de la façade, il remonte au début du XVe siècle. Le duc de Berry, Jean de Berry, frère du roi Charles V, oncle de Charles VI, a financé en partie cet orgue. Auparavant, il devait y avoir un orgue en nid d'hirondelle, comme le disait Damien, donc accroché aux tribunes, à l'extrémité orientale de la nef, près du transept, sans doute l'avant-dernière travée, comme c'est encore le cas par exemple à Chartres, même si l'orgue à Chartres a été reconstruit à plusieurs reprises, mais on n'est pas sûr qu'il y avait un orgue dès le début du XIIIe siècle, à l'achèvement du chœur. Qu'est-ce qui le remplaçait, cet orgue, à l'époque, du coup? La liturgie n'avait pas les mêmes développements monumentaux, si on peut dire. Donc c'était une vraie étape lorsqu'il est arrivé, en tout cas, à Notre-Dame, cet orgue. Tout à fait, oui. Un mot sur la charpente, parce qu'on a beaucoup parlé de cette forêt qu'on a vue vraiment s'embraser il y a 5 ans. Mélina, et vous avez vraiment aussi là suivi, et c'est dans votre deuxième film, toute cette séquence, ces forêts donc, de chênes très anciens, coupés pour justement pouvoir reconstruire ce qu'on appelait aussi la forêt de Notre-Dame, et qui en fait la charpente. Et là, d'ailleurs, dans votre documentaire, vous dites, finalement, ce sont des arbres centenaires ou même bicentenaires que l'on coupe, mais on vous précise, il y aura des petits quand eux vont partir vers Notre-Dame. Oui, parce que vous savez comment on est en France, on adore lancer des polémiques aussi toutes les 5 secondes. Donc l'une des polémiques du moment, quand les chênes ont été abattus, c'était de dire, mais regardez ce qu'on sacrifie pour cette cathédrale, mais mon Dieu. Et quand on écoute l'Office national des forêts, alors évidemment, on peut en douter, ou on peut aussi se placer du côté de la biodiversité. Un chêne qui est effectivement multicentenaire, de toute façon, à un moment donné, il est au crépuscule de sa vie. Sous ses racines poussent des petits qui ne pourront jamais se développer s'ils ne sont pas coupés. De toute façon, ils sont voués à être coupés, ces chênes. Sauf que là, la sélection qui a été faite pour ces milliers de chênes, ça s'est passé dans plein de bois et de forêts françaises, ça a été sélectionné avec soin, parce qu'il fallait trouver des chênes très particuliers, qui étaient assez droits pour pouvoir refaire ce joyau médiéval qu'était la charpente. Et puis il y avait des courbures particulières, tout a été refait à l'identique. Donc vous imaginez le travail de sélection, rien que ce moment de sélection. Puis ensuite, ça partait dans des scieries. Il y en a une, par exemple, que j'ai filmée, la scierie des géants, qui porte quand même très très bien son nom, qui est exceptionnelle, parce que vous imaginez, il faut tout adapter en fait pour la taille. Et avec les outils modernes, déjà c'est compliqué. On se dit, mais comment ils ont fait au Moyen-Âge? Alors ça, c'est vous qui allez vous avez parce qu'effectivement, on se pose la question, Damien Bernet, puisqu'on a beaucoup parlé de cette forêt de Notre-Dame. Comment faisait-il à l'époque elle était endommagée, en plus, si je comprends bien, il y avait des travaux de restauration. Comment faisait-il pour effectivement la faire vivre comme on le fait aujourd'hui avec tous nos instruments? Vous voulez dire comment est-ce que les bois Comment il la construisait, comment il parvenait finalement à ce joyau de charpente? Alors c'est tout l'enjeu. Le problème, c'est que l'incendie a fait disparaître les traces de mise en œuvre. On sait comment la charpente est constituée, on sait le nombre de bois qui la constituait. Il y en avait combien? Elle a été numérisée. Alors aujourd'hui, à peu près 2000 pièces, 2000 bois dans la charpente. Alors évidemment, comme on n'a pas vu démonter, on a du mal à savoir précisément comment les assemblages étaient conçus dans le détail, mais on avait suffisamment d'informations avant l'incendie pour être en capacité de la remonter à l'identique.
Et d'ailleurs en respectant les techniques de façonnage du bois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bois scié tout du long, mais des bois qui sont fendus à la main. Alors évidemment, ça prend du temps, mais c'est aussi une garantie. L'artisanat, vraiment, avec des haches qui ont été reforgées à la manière par des taillandiers. On parlait des métiers que je ne connaissais pas il y a 5 ans, taillandier. On reforge une hache qui ressemble à une hache de l'époque médiévale et on retaille le bois avec cette hache. C'est quand même exceptionnel. Denis Sandon, cette forêt reproduite à l'identique. Oui, presque à l'identique, sauf des restaurations ultérieures nécessitées par un mauvais entretien. Mais on a la chance quand même que Rémi Fromont, un des 3 architectes en chef de Notre-Dame, avait fait son mémoire d'études pour devenir architecte en chef sur la charpente de Notre-Dame. Donc il avait utilisé des relevés, lui-même les avait complétés. Donc on a un spécialiste sous la main qui a pu œuvrer évidemment dans la reconstruction de cette charpente. Et évidemment, c'est un très très gros atout. Et pourquoi on l'appelait la forêt déjà parce qu'avec 2000 chênes à l'origine, c'est évidemment un nombre très important. Alors c'est peut-être exagéré comme expression, mais bon, Notre-Dame prête à tous les excès. Donc, on doit préciser que 2000 chênes qui ont été coupés évidemment pour la restauration par rapport à un parc forestier en chêne de plus d'1 million d'arbres. Donc c'est 2 pour 1000. Des forêts françaises, ça n'est pas non plus... ça ne met pas en péril, évidemment, le sort des forêts françaises. Ouais. Cette charpente, c'est un petit motif de fierté pour la Suisse, parce qu'une partie des chênes viennent du Jura suisse. Et il y a une scierie suisse qui a été mise à contribution, et qui, je crois d'ailleurs, a donné à titre gratuit les poutres. Donc, vous voyez, il y a aussi d'autres pays, je pense que peut-être d'autres pays européens ont été sollicités, mais dans ce cas précis, il y a eu une contribution, je dirais, frontalière. Voilà, une contribution suisse. Un mot aussi sur, justement, peut-être cet affrontement ou pas entre tradition et modernité. Damien Bernet, on a parlé justement, on voulait la reconstruire à l'identique, mais enfin il y a eu tout un débat il y a 5 ans de savoir s'il fallait faire quelque chose de contemporain ou pas. Ça concerne encore les vitraux. Les vitraux pourront peut-être, un certain nombre d'entre eux, être contemporains. Alors ça évidemment, c'est la décision des hommes politiques, mais ce qui est certain, c'est que, je vous parlais d'œuvre d'art totale, Viollet-le-Duc a aussi conçu des vitraux tout exprès pour les chapelles latérales, c'est-à-dire là où l'on souhaite installer ces vitraux. Alors évidemment, c'est un débat, mais le patrimoine est protégé par un ensemble, par un arsenal législatif qui prévoit qu'on n'est pas censé remplacer des vitraux lorsqu'ils ont un intérêt historique et qu'ils font partie d'un ensemble classé. Alors évidemment, voilà, Notre-Dame est un monument d'exception, donc on a envie qu'il épouse la création contemporaine. Oui, donc en fait, vous ne seriez pas opposé à ce que certains vitraux soient contemporains. Moi, je suis un acteur patrimonial, donc mon rôle est de protéger le patrimoine qui existe, pas celui qui existera demain. Mais ensuite, c'est évidemment entre les mains des politiques. On va revenir d'ailleurs, parce que les politiques, comme vous le disiez d'ailleurs, Denis Sandron, ils jouent un rôle toujours dans Notre-Dame. Mais sur cette question des vitraux, le point de vue de l'historien, est-ce qu'il faudrait garder que des vitraux comme auparavant, ou est-ce qu'on peut avoir justement là un clin d'œil contemporain? Dans le cas de Notre-Dame, il faut éviter peut-être les contradictions, parce qu'on se vante de reconstruire la flèche de Viollet-le-Duc à l'identique, et d'un autre côté, on peut envisager de déposer des vitraux conçus par Viollet-le-Duc pour les remplacer par d'autres créations. Donc on a refusé les projets de flèches modernes en forme de flamme, que sais-je. Il y a fait beaucoup de propositions. D'un autre côté, on agit de la manière complètement opposée pour les vitraux. Donc je trouve ça quand même parce que la justification du président de la République, c'était de dire il faut qu'il porte, faut que cet édifice porte la marque de l'époque dans laquelle il a été aussi reconstruit. Donc c'est vrai qu'effectivement c'est un peu contradictoire avec le projet initial. Je pense que la restauration qui s'achève là, c'est évidemment une marque. Les pignons du transept ont été refaits, des garde-corps, bientôt les arcs-boutants, le nettoyage à l'intérieur. Ça, c'est une création, on peut dire, contemporaine. Bon, c'est une restauration, c'est pas une création. Le coq est nouveau quand même. Le coq est nouveau. On va voir les images quand même du coq, parce qu'on le voit aussi dans votre documentaire. C'était un peu la dernière pièce quand il a été hissé au sommet justement de cette flèche de Viollet-le-Duc. Le voilà. Il a été dessiné par l'architecte en chef Philippe Villeneuve. Il a une histoire assez intéressante, ce coq, parce que le coq précédent est également un miraculé. Alors, il a fait une chute de 94 mètres. Il a été un peu tout cabossé. Et il y a des photos de Philippe Villeneuve qui récupère le coq un peu cabossé comme ça. Et on se souvient de ces photos. Oui. On s'est dit un rescapé. Et un rescapé. Et au final,
il y a eu question de... Et puis finalement, très rapidement, on va le garder, on va l'exposer. Il porte la trace de cet incendie, il porte les stigmates de cet incendie. Et puis, la seule marque finalement de modernité extérieure à cette cathédrale, c'est ce coq redessiné par Philippe Villeneuve. C'est du cuivre doré, ça fait c'est 90 cm, ça a l'air très gros là comme ça, mais en fait c'est tout petit. Et il est intéressant, pourquoi ? Parce que déjà il a une fonction, c'est une girouette. À l'intérieur, il y a des reliques. Et à côté de ces reliques, la marque aussi du temps présent, c'est une liste de 2000 noms des hommes et des femmes qui ont contribué à la reconstruction de Notre-Dame. Et donc là, c'est quand même un signe, Damien Bernet, sur ce qui a pu se passer il y a 5 ans et les noms qu'on retrouve dans ce coq, cette touche finale de la flèche de Viollet-le-Duc. C'est-à-dire que Notre-Dame est un monument qui a été fait par des hommes, par des femmes aussi, et l'histoire se répète. Donc c'est un lien vers les générations futures, effectivement. Alors c'est un lien qui est discret, puisqu'évidemment il n'est pas visible de tous, mais c'est notre rôle aussi que d'écrire l'histoire de la cathédrale. L'histoire du chantier aussi devra un jour être écrite, et le patrimoine continue d'évoluer. Je crois qu'on a découvert à l'occasion de chutes de pierre que les pierres étaient signées des tailleurs de pierre de l'époque qui se faisaient payer à la pierre, en quelque sorte, et qui les signaient pour pouvoir être payés. Et on a redécouvert ça. Denis Sandron, il faudra écrire effectivement cette histoire du chantier, cette espèce de nouveau chapitre dans la vie de Notre-Dame. Oui, tout à fait. Donc le coq conçu par Philippe Villeneuve, c'est une création. Il vient couronner une recréation qui est celle de la flèche et de la restauration. Il ressemble à un phénix avec des ailes en forme de flamme. Oui, tout à fait. Il y a une symbolique très forte. En tout cas, c'est aussi un moment politique qu'on va vivre samedi lors de cette réouverture. On va d'ailleurs regarder ce qu'en dit Donald Trump, puisqu'il a annoncé sur son social media, sur Truth, qu'il allait venir à l'inauguration de Notre-Dame à Paris. Sous aucun prétexte, Donald Trump n'aurait raté cette occasion. Il est l'un des premiers responsables politiques étrangers à officialiser sa venue dans un message sur son propre réseau social. J'ai l'honneur d'annoncer que je me rendrai samedi à Paris, en France, pour assister à la réouverture de la cathédrale magnifique et pleine d'histoire de Notre-Dame, qui a été entièrement restaurée. Ce sera le premier déplacement de Donald Trump à l'étranger depuis sa réélection. C'est une façon de représenter les États-Unis, donc je pense que c'est une bonne chose, faire preuve d'unité, montrer qu'on est tous ensemble. Il faut dire que lors de l'incendie en 2019, Donald Trump avait suivi minute par minute la catastrophe et avait vanté son attachement à ce monument. C'est au-delà des pays, au-delà de tout. C'est une partie de notre histoire, de notre culture. Emmanuel Macron a choisi de le convier, tout comme de nombreux chefs d'État. Certains, comme le pape François, les rois d'Angleterre ou d'Espagne, ont décliné l'invitation. D'autres, comme Jill Biden, les présidents italiens et grecs seront bien présents quand les portes de Notre-Dame se rouvriront officiellement. Richard, on va vraiment effectivement assister à une séquence politique aussi samedi. Ce n'est pas seulement une séquence patrimoniale. C'est une séquence politique qu'Emmanuel Macron, il y tenait. Une politique internationale. Voilà, alors il y tenait Emmanuel Macron parce que c'est quelque part son chantier, c'est lui qui a imprimé ce tempo, ce calendrier. Il avait d'ailleurs à l'époque été critiqué. Il y avait la coïncidence avec les Jeux Olympiques, l'année 2024. Donc pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors on sait ce qui vient de se passer en France, la crise politique qui obscurcit quand même pas mal l'horizon. Mais évidemment, ça va être l'occasion pour lui. Vous savez, s'il y a parmi les exercices dans lesquels Emmanuel Macron est très bon, c'est la mise en valeur de la France, ce qu'on appelle l'attractivité, la présentation de la France. Et là, à n'en pas douter, ça va être un moment où il va faire ça. La difficulté, bien sûr, c'est qu'un certain nombre de ces chefs d'État et de gouvernement, ils sont bien renseignés et ils savent que le président français auquel ils parlent est en situation politique particulièrement compliquée. Mais je pense qu'ils auront tous à cœur peut-être de ne pas trop évoquer cet aspect-là parce qu'ils seront dans Notre-Dame et ils parleront avant tout de la restauration. Quoique, avec Donald Trump, on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien avec Donald Trump. Denis Sandron, vous qui serez d'ailleurs à cette inauguration, vous parliez du lien entre le temporel et le spirituel, le lien entre le politique et finalement cette cathédrale qui est ancestrale. Oui, bah ça rappelle... Ça ne vous choque pas d'avoir tous ces dirigeants, justement, chefs de gouvernement, chefs de l'État, présents à Notre-Dame? Non, bah ça rappelle des grandes heures de gloire de Notre-Dame. Il y a un ouvrage qui est paru dans les années 60, Notre-Dame, Mémorial de la France, qui renvoyait évidemment au sacre de Napoléon en 1804, à différents épisodes, etc., antérieurs.
Et donc là, on a un épisode de plus. Évidemment, avec la mondialisation, on a les chefs d'État, de gouvernement. Mais c'est la première fois tout de même qu'ils soient tous réunis à Notre-Dame, oui, sous la Ve République. Tout à fait, oui. Mais bon, à catastrophe exceptionnelle, célébration exceptionnelle peut-être pour la réouverture de la cathédrale. Oui. Damien Bernet. C'est là effectivement qu'on mesure à quel point Notre-Dame est un monument important. Il a fallu que Notre-Dame brûle, encore une fois, pour qu'on s'en aperçoive. Mais alors effectivement, c'est un nouveau chapitre de la cathédrale qui s'ouvre maintenant, puisque ça y est, elle est restaurée, et donc cette cérémonie vient entériner en quelque sorte ce nouvel état révélé. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il a effectivement... Le chantier de restauration concerne la totalité de l'édifice, ou presque, puisque le chantier n'est pas tout à fait terminé. Alors, il n'est pas terminé, justement, on y reviendra. Hein, il reste encore un peu de travaux. Mais c'est-à-dire que l'extérieur et l'intérieur présentent un visage qui est un visage presque idéal, c'est-à-dire qu'il est proche de ce que Viollet-le-Duc a rêvé au XIXe siècle, et que la crasse, que les réaménagements avaient fini par obscurcir, par rendre complexe. Donc c'est un édifice qui est révélé, en fait, dans une forme de pureté et d'intégrité qui est rendue aux Français, qui est rendue aux fidèles, qui est rendue aux visiteurs du monde entier. Avec une cérémonie, donc on ne sait pas très bien qui est invité, hein, Mélina, encore. L'Élysée reste très discret. Bon, après, on sait qu'il y a Donald Trump, il y aura Jill Biden, la femme de Joe Biden, peut-être Charles, le roi Charles. Bon, c'est... Pas de communication pour le moment officielle. Après, c'est comme chaque grand événement où il y a des chefs de gouvernement et d'État qui sont invités. Généralement, on apprend la liste définitive, qui d'ailleurs ne l'est jamais véritablement, la veille, voire le matin même. Ça, c'est assez classique. Par contre, ce qui est, je trouve, très intéressant sur le contexte politique dont vous parliez, c'est peut-être le parallèle qu'on peut effectuer avec les Jeux Olympiques qui se sont effectués sous le regard du monde entier à un moment après la dissolution. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, où il y avait ce moment d'union extrêmement fort autour du sport. Là, ce sera autour du patrimoine, avec encore une fois les yeux du monde tournés vers la France et en particulier Paris. On peut que finalement, en tout cas, souligner ce parallèle qui est pour le moins un peu ironique. Oui, parallèle, d'ailleurs, on a appelé l'émission la parenthèse Notre-Dame, en faisant référence à la parenthèse JO. Alors, la trêve sera beaucoup moins longue, évidemment, la situation... Mais elle sera puissante. Elle sera puissante. Alors, quand même, il y a, et là, je me tourne vers vous, l'absence du pape. L'absence du pape pose question quand même. Je sais que moi, par exemple, on m'a interrogé là-dessus en me disant alors pourquoi le pape ne vient pas, comme si je le savais, je le sais pas. Pourquoi le pape ne vient pas et est-ce que c'est problématique qu'il ne vienne pas? C'est vrai qu'on peut s'en étonner. Denis Sandron, oui. Alors certes, le pape était là, Alexandre III, lors de la pose de la première pierre de la cathédrale au printemps 1163, mais il n'était pas là lors de la consécration du chœur en 1182. C'est le légat pontifical, donc l'ambassadeur du pape en quelque sorte, qui était là. Voilà, bon après moi j'ai pas d'explication. C'est vrai que pour cette renaissance on aurait pu imaginer, Damien Bernet, la présence du pape. En fait il va en Corse quelques semaines après. Ça n'est peut-être que partie remise puisque le pape vient régulièrement à Notre-Dame. On peut penser au sacre de Napoléon en présence du pape. Oui, on aura d'autres occasions dans l'histoire française. Non bien sûr. Qui va être sacré? Voilà. Notre-Dame sera le réceptacle d'autres manifestations en présence du pape, c'est certain. Pas ce pape-là peut-être, mais dans le futur, c'est certain. Émilie, est-ce qu'on a une idée justement de l'organisation des festivités, de ce qui va se passer? Ça va être en soirée, samedi en tout cas. On sait que... Vous pourrez le suivre en direct sur France 24, évidemment. On sait qu'il y aura vraiment une dimension liturgique, on sait qu'il y aura une dimension beaucoup plus culturelle, avec probablement une cérémonie avec des artistes. Tout ça va se diviser en plusieurs temps pour bien séparer aussi la marque du président versus évidemment le côté plus religieux. Il y va en tant que chef d'État et il reçoit les autres chefs d'État et de gouvernement en tant que chef d'État. Donc il marque aussi la distinction et c'est aussi la raison pour laquelle il y a une semaine, il a pu pénétrer dans la cathédrale une semaine avant cette réouverture officielle. C'était pas exactement le même temps politique. Encore une fois, il y a le temps médiatique, le temps politique et puis le temps peut-être liturgique ou disons plus religieux. Pour revenir 5 ans, c'était tout de même un défi énorme. On a vu ce que disait Georgelin au début. Quels étaient les plus gros obstacles, Mélina? Il y avait l'humilité, il y avait la pollution. Enfin, au départ, effectivement, ils étaient peu à penser que le chantier aboutirait au bout de 5 ans. Alors, je vais filer la métaphore. Je vous confesse que quand ça a commencé, ce chantier, j'étais comme
toute bonne Française qui se respecte, absolument sceptique sur la durée des travaux et sur l'objectif qui était envisagé et qui a été posé par le président de la République. Sincèrement, 5 ans, je n'y croyais pas une seule seconde. Et en plus, j'avais complètement oublié, mais en me replongeant dans les archives pour cette spéciale, j'ai retrouvé des reportages que j'ai faits il y a 5 ans où je dis mais il n'y a rien qui va, quoi. C'est-à-dire que on commence, il y a des associations qui se constituent, qui déposent une plainte en disant attention, les autorités sont en train de minimiser l'impact que le plomb va avoir sur le quartier. Ensuite, il y a des intempéries qui pendant un temps suspendent le chantier à l'hiver. Ensuite, il y a le Covid. La clé du succès, c'est mon avis, peut-être que tout le monde ne le partagera pas ici, mais c'est plusieurs choses. La première, on n'a plus beaucoup de temps, donc vraiment c'est conclusif. Alors les dons, il est clair que l'argent, le fait que ce soit scruté, que ce soit sous les yeux du monde entier, que ce soit un président de la République... Ça a été bien exécuté, en plus des dons, c'est ça. Un président de la République qui a mis qui à la tête du chantier? Un général. Souvenons-nous, avant Philippe Jost, c'était le général Jean-Louis Georgelin, chef d'état-major du président de la République, exécuté par un militaire. Voilà, le maître du temps. Et puis des hommes et des femmes d'une trempe particulière quand même. Les 3 architectes en chef ont abattu un travail considérable. C'est vraiment la mission de leur vie. Et puis les institutions françaises ont été au rendez-vous. Le ministère de la Culture, en particulier, a joué son rôle. Et moi, je suis très impressionné, en tant que conservateur de musée, de voir ce qu'ont réussi les collègues des monuments historiques, de l'archéologie. Mais il y avait une motivation, il y avait un collectif, c'est ça qui a joué... Voilà, c'est peut-être le terme le plus important, c'est un esprit de Notre-Dame qui a enveloppé un collectif d'institutions et d'hommes et de femmes. Dany Sandron, juste pour... Oui, il y a des moyens énormes. Hein. Le coût de la restauration de Notre-Dame, c'est plus de la moitié du budget annuel accordé aux monuments historiques. Quand on voit d'autres cathédrales, et évidemment des monuments plus modestes, dont la restauration traîne pendant des années et des années. Ici, on a donné les moyens... En argent, en personnel, en compétences, et l'exécution parce que la main-d'œuvre existe partout pour d'autres projets, mais par contre, l'argent n'est pas forcément là non plus. Et puis la mobilisation et l'esprit, comme vous dites. Merci Mélina Huette, merci beaucoup Damien Bernet d'avoir été avec nous. Dany Sandron, merci Richard Verly, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux et en podcast.